chaire de chinois qui s'appelait à l'origine chaire de chinois et de langue tartare mandchou. On oublie toujours la deuxième partie de l'intitulé de la chaire, qui était quand même une autre langue, puisque le mandchou n'est pas une langue sémitique, c'est pas du chinois. Et cela s'explique par le fait qu'à l'époque en Chine, c'était la dynastie mandchoue, donc il y avait quand même deux langues officielles qui étaient le mandchou et le chinois. Alors pourquoi avoir créé une chaire de chinois et de langue tartare mandchou au Collège de France, donc en 1814, donc il y a 200 ans? L'initiative est venue en fait d'un grand orientaliste de l'époque qui lui était déjà professeur au Collège de France, mais pour enseigner d'autres langues orientales, qui était Sylvestre de Sacy. Et il y avait un besoin pour un grand pays comme la Chine. Il y avait très peu de chaires au Collège de France dans le domaine de la linguistique. Il y en avait 2 ou 3. La même année, il a décidé, avec l'appui évidemment des autorités politiques, de créer 2 chaires, une pour l'Empire chinois, donc chaire de chinois et des langues tartares mandchou, et une chaire de sanskrit. Non, c'est pas vraiment un hasard, parce que là, il y avait quand même une longue tradition, qui n'était pas une tradition académique, mais de travaux sur la Chine, qui avait été l'œuvre de missionnaires catholiques français, qui était beaucoup plus important que l'œuvre des missionnaires protestants britanniques sur la langue chinoise. Les premières grammaires du chinois ont été compilées par des missionnaires catholiques. Contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les jésuites qui étaient les plus performants. En tout cas, dans mon domaine sinologique, qui est la linguistique, les grammaires compilées par des dominicains, surtout des dominicains et aussi des franciscains, étaient bien supérieures aux œuvres de linguistique qu'ont pu faire les jésuites par la suite. Et ces premières grammaires faites par les dominicains, elles datent du XVIe siècle, c'est-à-dire qu'on est vraiment 200 ans avant la création de la chaire au Collège de France en 1814. Et ce sont ces missionnaires vivaient en Chine et ont passé de nombreuses années en Chine et parlaient vraiment couramment le chinois. Et on a des grammaires des dialectes chinois, il y a des grammaires des dialectes Ming méridional, qui est la langue de Taïwan à l'heure actuelle, et la langue de la province du Fujian, qui sont extrêmement précises et qui sont le fait d'un missionnaire dominicain espagnol, et après les Français ont pris le relais dans toute cette tradition. Alors c'est une tradition sinologique missionnaire et non pas académique, mais il y avait tout ce background qui fait que la France et la Grande-Bretagne, mais la France en premier, était quand même le lieu où a pu naître une sinologie occidentale de grande qualité. Mais très peu de temps après la création de la chaire au Collège de France, les Britanniques ont aussi assuré des enseignements de chinois, mais enfin quelques années plus tard. Donc c'est vraiment la France qui a été pionnière en la matière. Alors Jean-Pierre Abel-Rémusat, d'abord il y a un problème, donc personne n'a vraiment la réponse. Est-ce qu'il s'appelait Jean-Pierre de son prénom et Abel, trait d'union, Rémusat de son nom, ou est-ce qu'il s'appelait Jean-Pierre, premier prénom, Abel, deuxième prénom, et son nom était Rémusat? Parce que dans la biographie que lui consacre Adolphe Thiers, donc grand homme politique français, il parle de son père, le père d'Abel Rémusat, s'appelait Pierre-Henri, je crois, Rémusat. Mais Abel Rémusat lui-même, dans ses écrits, tenait à ce que son nom soit Abel, trait d'union, Rémusat, et son prénom Jean-Pierre. Enfin bon, donc de Rémusat, il est devenu Abel Rémusat. Alors qui était-il? C'était un fils de chirurgien, je crois, enfin d'un grand médecin, qui a fait des études de médecine et qui s'est intéressé à toute une série de langues qu'on appelle des langues minoritaires, c'est-à-dire des langues qui n'étaient pas vraiment ni le grec ni le latin,
Bon, il s'est intéressé aux hiéroglyphes égyptiens, il s'est intéressé à l'arabe, il s'est intéressé au persan et il s'est intéressé aux chinois et aux mandchous à l'époque. Et finalement, il a fait sa carrière. Au tout début de sa carrière, il a été nommé médecin dans les hôpitaux, mais il a continué dans son passe-temps favori à se familiariser avec des textes écrits de ces différentes langues, et il s'est pris d'un engouement certain pour le chinois et le mandchou, et il était à même donc d'occuper la première chaire. C'était quand même un des rares, c'était le seul à l'époque qui avait une connaissance livresque de la langue chinoise, mais une très bonne connaissance à la fois du chinois classique et du chinois vernaculaire. Alors, il est original, il n'y a aucun doute, parce que c'est le premier, justement par rapport à ces grammaires qui existaient au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, des grammaires des missionnaires. L'originalité d'Abel Rémusat, c'est qu'il voulait vraiment partir du chinois et non pas imposer un cadre théorique et méthodologique qui avait été élaboré au Moyen-Âge en Europe et l'appliquer à une langue qu'est le chinois. Si vous regardez toutes ces premières grammaires, qu'il connaissait très bien d'ailleurs, elle parlait de cas en chinois, de désinence, on expliquait pourquoi les verbes ne se conjuguent pas, mais il y a une première personne, une deuxième personne, une troisième personne. Donc lui a eu l'idée de partir du génie de la langue chinoise et de se passer, autant que faire se pouvait, des cadres théoriques et méthodologiques des linguistes de l'époque qui vivaient en France et en Occident, qui appliquaient systématiquement un modèle qui a été le modèle pendant plusieurs siècles, qui était un livre Introductiones Latinae voilà, c'était une grammaire du latin par Antonio Elia Nebrija. Et c'est le modèle que tout le monde a appliqué à l'époque, et ça a été le premier à essayer de sortir de ce cadre et d'essayer de faire une grammaire à partir du chinois, sans imposer, sans parler de cas, de désinence, de conjugaison des verbes, ce qui n'avait aucun sens. Est-ce qu'elle est importante? Pour vous dire franchement, de nos jours, il reste peu de choses. Des éléments de la grammaire chinoise d'Abel Rémusat, qui est quand même son livre fondamental, en linguistique, il reste peu de choses. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il n'est jamais allé en Chine, et il ne parlait pas chinois, Abel Rémusat. Il avait une connaissance du chinois qui était tout à fait livresque. Donc il connaissait le chinois classique, il avait étudié les textes, les entretiens de Confucius, etc. Mais on sait qu'il ne parlait pas chinois, puisqu'à un moment donné, alors qu'il était au Collège Royal, qui portait ce nom à l'époque-là, qui était le Collège de France actuellement, une délégation de Chinois était venue, et évidemment l'administrateur du Collège Royal avait envoyé le titulaire de la chaire d'études chinoises et des langues tartares manchoues pour les recevoir. Il a été incapable de leur dire un mot. Il écrivait le chinois, et la délégation chinoise répondait en écrivant parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Non, il ne parlait pas chinois, il n'avait jamais été en Chine. Et après, on a un témoignage de cette délégation chinoise. On a rencontré un savant français qui connaît le chinois, mais qui ne connaît que le chinois écrit et qui ne parle pas chinois. Et alors ça l'a entraîné évidemment à faire des tas d'erreurs d'interprétation, parce qu'il connaissait il avait une très bonne connaissance des textes. Et par exemple, dans sa grammaire, il prenait des textes comme le Timping Mei Tse Hua. Le Timping Mei Tse Hua, c'est Fleurs en fiole d'or en français, qui est traduit dans la Pléiade, qui est un roman du tout début du XVIIe siècle, de 1602, et il prend ces exemples dans sa grammaire, donc des œuvres comme le Timping Mei Tse Hua, qu'on appelle le vernaculaire ancien. Il est évident qu'en 1822, quand il a écrit sa grammaire, les Chinois ne parlaient pas comme
comme le Timpine de Tsohua, il ne parlait pas la langue du début du XVIIe siècle. Donc il a fait plusieurs erreurs de ce type. C'est pour ça que je vous dis que du point de vue vraiment proprement linguistique, en tout cas pour un linguiste, il reste peu de choses. Parce que les éléments de grammaire chinoise d'Abel Rémusat sont divisés en deux grosses sections. Une première section sur le chinois classique et une deuxième section sur le chinois vernaculaire, le chinois parlé. Sur le chinois classique, il ne reste plus grand-chose non plus des éléments de grammaire chinoise, d'autant plus que quelques décennies plus tard, il y a eu une très très bonne grammaire du chinois classique faite par un Allemand, Georg von Gabelentz, qui a dû être publiée en 1883, non, peut-être 85, qui elle est une somme de chinois, et là qui a inspiré tous les linguistes postérieurs. Dans ce qu'on retient d'Abel Rémusat, il y a très très peu de choses. Alors sur la partie, par contre, chinois vernaculaire, là il reste quelques bons exemples, parce qu'il avait une très très bonne finesse d'analyse pour traduire, d'abord c'était un très très bon traducteur, pour traduire les exemples et les interpréter, mais il n'a pas compris que ce n'était pas la langue parlée de son époque. C'était une langue écrite, certes qui n'était pas écrite en chinois classique, mais en ce qu'on appelle le Kutai Baihua, c'est-à-dire le vernaculaire ancien. Et d'ailleurs, ses successeurs au collège ses successeurs et ses élèves, comme Antoine Bazin ou Stanislas Julien, lui ont fait le reproche qu'il avait fait une grammaire qui n'était pas une grammaire du chinois parlé de l'époque. D'abord, en tant que titulaire de la chaire, il avait des élèves, donc il a formé ses successeurs, dont je viens de parler, Antoine Bazin, qui a occupé quelques années plus tard la chaire à l'École nationale des langues orientales, ça s'appelait à l'époque, l'équivalent aujourd'hui de notre Institut national des langues et civilisations orientales. Il a eu comme disciple aussi Stanislas Julien, qui ont tous écrit leur grammaire après, en reprenant un petit peu le cadre d'Abel Rémusat. Son originalité, c'est de partir du chinois et de ne pas plaquer mécaniquement un modèle théorique et méthodologique élaboré à partir du latin. Donc ça, ils ont repris cette originalité, ils ont essayé d'améliorer sa grammaire, mais le problème, c'est que ses successeurs, Antoine Bazin et Stanislas Julien, ne parlaient pas non plus chinois. Donc il y a quelques petits progrès dans les grammaires successives. Donc là, il a quand même créé un enseignement du chinois en Europe, le premier, et notamment en France, avec cette chaire au Collège Royal. Ensuite, comme je vous disais, l'École nationale. Après, il s'est opéré une dichotomie, une distinction. Le Collège de France recrutait des sinologues, peu importe qu'ils parlent chinois ou non, en fait ils ne parlent pas chinois, recrutait des sinologues qui connaissaient très bien la langue classique et toute la culture chinoise, notamment les religions chinoises, etc. Et à l'INALCO, à l'École nationale, à l'École des langues orientales vivantes, on enseignait le chinois parlé, on formait des interprètes qu'on envoyait en Chine, des interprètes qui devaient connaître le chinois. C'est opéré un peu cette distinction, parce que les successeurs d'Abel Rémusat au Collège de France n'avaient pas une bonne connaissance de la langue chinoise parlée. Donc son apport, ça a été évidemment une ouverture considérable à la culture chinoise, l'histoire, la culture d'ailleurs, et c'était un excellent traducteur. Il a traduit des pièces de théâtre des Yuan, il a traduit des romans, et c'était un érudit qui avait une connaissance, il écrivait très bien le français, ce qui est toujours agréable. Mais il est plus important sans doute aujourd'hui pour ce qu'il a créé dans la connaissance de la culture chinoise en Occident et en France, que pour sa grammaire, qui est son œuvre majeure, qui s'appelle Les éléments de la grammaire chinoise. Les facteurs, c'est évidemment l'envoi des missionnaires catholiques, avant l'arrivée des missionnaires protestants en Chine, qui était bien antérieure. Et parmi ces missionnaires catholiques, il y avait des missionnaires italiens, évidemment, Vatican,
espagnols, beaucoup d'Espagnols et des Français. Et la France étant un pays qui était quand même plus important que l'Italie, qui n'avait pas encore réalisé son unification, et l'Espagne à partir du XVIIe siècle, à partir du siècle de Louis XIV, envoyait davantage de missionnaires, dont les dominicains, des franciscains et après des jésuites, et ça créait un terreau extrêmement favorable à l'éclosion. Ils étaient là, ils comprenaient la culture chinoise, ils ont écrit des récits de voyage, comment se passe la vie quotidienne dans la province du Sichuan. Ces missionnaires-là, certains d'entre eux sont restés 20 ans, 25 ans en Chine. Donc ils étaient vraiment... Et leur mission était évidemment d'essayer de convertir les Chinois à la religion catholique. Ils vivaient dans le peuple avec des gens ordinaires, qui était un peu le contraire des premiers missionnaires comme Matteo Ricci, qui eux vivaient à la cour impériale et ne voyaient pas beaucoup le peuple. Donc ça a créé un terreau, ça a créé des conditions. Par exemple, au XVIIIe siècle, la connaissance qu'avaient les intellectuels français, notamment les grands écrivains comme Voltaire, il y avait un engouement pour la Chine, parce qu'il y avait des tas de récits qui circulaient, qui n'étaient pas des grammaires ou des dictionnaires, mais qui étaient des relations de voyage, des relations de séjour de ces missionnaires en Chine. Donc tout vient des missionnaires, en fait. Mais comme les missionnaires protestants, britanniques, allemands, etc., sont arrivés après, plusieurs dizaines d'années après, et même un siècle ou 2 siècles après les premiers missionnaires catholiques, c'est évidemment la France qui a été pionnière dans le domaine des études chinoises et qui a pu donc voir se développer une sinologie professionnelle. Alors la sinologie française, elle a été quand même dominante au XIXe siècle, notamment par la succession de ces chaires au Collège de France et ces grands sinologues, les grands sinologues qui ont été Pelliot, Maspero. Après, il y a eu un tournant au XXe siècle, et surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, vers les États-Unis, où là, il y a une sinologie américaine de très très haut niveau, de grande qualité qui s'est créée. Donc il y a eu une domination de la sinologie française et européenne, française, après britannique et un petit peu allemande pendant tout le XIXe siècle. Et ensuite, le relais a été plutôt vers les États-Unis pour des raisons qui sont les mêmes raisons que les raisons qui font que la recherche en sciences humaines et sociales en France, qui était dominante au XIXe siècle, ne serait-ce que la langue. Des sinologues allemands, des sinologues britanniques écrivaient leurs articles en français, puisque le français, c'était la langue internationale de la recherche pendant longtemps. Donc, maintenant, ça ne l'est plus. Elle a été dominante pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est évident, un petit peu au début du XXe siècle, mais le relais a été transféré vers le monde anglo-saxon. Et là, les Britanniques ont évidemment eu un avantage par rapport à la France, qui est l'avantage de la langue, parce que là, ils ont beaucoup plus circulé, les sinologues britanniques. Ils étaient dans les grandes universités américaines, à Harvard, à Yale, à Princeton, à Cornell, toutes les universités de la côte est des États-Unis. Ils faisaient des allers-retours. Ils avaient des liens beaucoup plus directs avec la sinologie américaine qui était dominante que nous, les Français. Cela dit, dans certains domaines, la France reste un très grand pays de sinologie. Dans mon domaine, la linguistique, les centres de recherche linguistique, que ce soit le chinois ancien, classique ou le chinois moderne, là, la France occupe quand même une position assez dominante. Meilleure qu'aux États-Unis, mais maintenant il faut tenir avec la concurrence chinoise. C'est-à-dire que la chance de la sinologie occidentale, c'est que pendant du début de la révolution culturelle en 1965 jusqu'à la mort de Mao en 1976, il n'y avait aucune recherche en Chine. Et après l'ouverture, après la mort de Mao, à partir de 1978-1979,
ben, les Chinois se sont mis à faire de la recherche sur leur propre langue, et travaillant sur leur propre langue, ils seront toujours meilleurs que mes étudiants. Moi, je suis inquiet pour mes étudiants, alors, parce que pendant toute une époque, les doctorants que j'ai formés, ils n'avaient pas à peine fini leur doctorat qu'ils étaient embauchés sur le marché du travail immédiatement pour faire de la recherche en linguistique chinoise, notamment dans les universités chinoises à Taïwan, à Hong Kong, aux États-Unis. Il n'y avait aucun problème de débouché. Maintenant, ils doivent tenir compte de la concurrence des jeunes chercheurs chinois, et les jeunes doctorants chinois, j'en dirige encore un ou deux, ils sont meilleurs que mes doctorants européens. Voilà un peu quelle est la situation. Donc oui, voilà, je reviens à ce que je disais. Dans certains domaines, en histoire, ben, la chaire du Collège de France en est une illustration. En linguistique, la France garde une position assez dominante pour ce qui est de la sinologie occidentale. Dans d'autres domaines, par exemple la littérature, depuis le décès de Paul de Miéville, qui était professeur au Collège de France, ben la France n'est plus en position dominante par rapport à d'autres pays occidentaux. Abel Rémusat, qui a été le premier, Jean-Pierre Abel Rémusat. Ensuite, ses successeurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Antoine Bazin et surtout Stanislas Julien, plus qu'Antoine Bazin, qui a été vraiment le plus grand sinologue occidental du XIXe siècle. Ensuite, Chavannes, Maspero, qui a fait un travail remarquable sur les religions chinoises et notamment le taoïsme, qui est encore utilisé par tout le monde de nos jours. Vous ne pouvez pas travailler sur les religions chinoises sans avoir lu et attentivement l'ouvrage de Henri Maspero, Paul Pelliot, qui était à la fois un très grand sinologue et un très grand spécialiste de langue altaïque, donc mongol-mandchou, Paul de Miéville, qui lui était à l'époque de Paul de Miéville, donc première moitié du XXe siècle, c'est un spécialiste de littérature et de bouddhisme. Les recherches en littérature chinoise étaient essentiellement françaises. Et depuis le décès de Paul de Miéville, maintenant c'est plutôt l'histoire et l'histoire intellectuelle, puisqu'au Collège de France, il y a deux titulaires, donc Pierre-Étienne Ville, qui est historien, et Anne Cheng, qui est aussi une historienne, mais l'histoire intellectuelle de la Chine, donc, et de la Chine classique. Voilà les grands sinologues français. L'engouement actuel des Français pour apprendre le chinois, il vient surtout de la position dominante qu'a acquis la Chine, un pays qui est la deuxième puissance économique du monde, maintenant, donc petit à petit, depuis l'ouverture dont je parlais tout à l'heure, depuis la fin des années 70, le début des années 80, la Chine n'a cessé de progresser à vive allure. Donc elle a, en recherche et développement, elle a rattrapé d'abord la France, l'Allemagne, le Japon, etc. Et c'est devenu la deuxième puissance mondiale en recherche et développement. Et le poids économique qu'elle joue est considérable. Donc voilà, les entreprises françaises sont en Chine en grand nombre, comme les entreprises occidentales. Quand vous ouvrez un bureau à Pékin ou à Shanghai, quand vous êtes une grande entreprise du CAC 40, il vaut mieux avoir des spécialistes de chinois dans votre équipe, ça aide les relations avec, voilà. Donc il y a un marché du travail qui est vraiment ouvert maintenant du côté de la Chine, ce qui entraîne évidemment des étudiants à s'intéresser davantage aux chinois. Donc là, les effectifs explosent dans les lycées. Le chinois est en passe de devenir, après l'anglais évidemment, qui reste la première langue étrangère apprise par nos élèves dans les lycées, le chinois est en passe de devenir pratiquement la deuxième langue étrangère. Et alors, à l'inverse de la Chine, où le français a occupé une place qui n'était pas négligeable derrière l'anglais en Chine, mais le français est en train de reculer en Chine, alors que l'enseignement du chinois est en train de monter considérablement. Donc, c'est quand même difficile de relier ça à la création de la chaire en 1814 au Collège de France, parce qu'on est 200 ans après, donc il y a des causes, il y a des raisons
qui motivent cet engouement de l'apprentissage du chinois, mais elles sont liées très très indirectement quand même au fait que c'est en France qu'a été créé le premier enseignement de chinois au Collège Royal, qui est l'ancêtre du Collège de France, quoi. Oh ben pour moi, c'est toute ma vie, hein, enfin pour toute ma vie, en tout cas ma vie professionnelle, hein, parce que moi j'ai commencé à faire du chinois en 1962. Bon, j'ai fait une licence de linguistique et mon professeur de linguistique m'avait dit mais ce serait bien si vous appreniez une langue qui n'est pas une langue indo-européenne. J'étais à l'université de Bordeaux, il y avait le choix entre apprendre le chinois ou apprendre l'arabe. Il n'y avait pas d'autre choix à l'époque à l'université de Bordeaux. Et donc j'ai fait du chinois, mais enfin bon, et à l'époque on faisait, les entretiens de Confucius, c'est-à-dire je ne parlais pas un mot de chinois, on faisait que des textes. C'était un enseignement très classique, et on apprenait le chinois classique. Donc voilà, donc j'ai fait une licence, après ma licence de linguistique, j'ai fait une licence de chinois, puis j'ai fait une maîtrise en linguistique chinoise, et puis je suis parti en Chine pendant la Révolution culturelle, comme étudiant étranger, envoyé par le gouvernement français. Et bon, comme c'était la Révolution culturelle, j'ai été à la campagne, à l'usine, pour réformer ma conception du monde. Voilà. Et bon, voilà, j'ai appris le chinois. Vous êtes à la campagne, même si c'était pas très loin de Pékin, c'était dans le district de Chunyi, Miyun. Quand vous vivez avec des paysans chinois, vous parlez chinois, vous êtes obligés. Ils ne comprennent pas d'autres langues. Parce qu'il y avait un principe quand même de la révolution culturelle qui était les san tong, les trois pareils, tong chu, tong zhu, tong lao dong. Voilà, manger ensemble avec les paysans pauvres et moyens pauvres, dormir ensemble, habiter ensemble. Bon, on était dans des familles de paysans pauvres et moyens pauvres. Et à l'usine c'était à Pékin, une usine de moteurs à combustion interne. Voilà, on était avec les ouvriers, donc j'étais en Chine. Donc j'en ai profité pour faire ma thèse. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand professeur de linguistique chinoise qui est Zhu Tesi, qui est maintenant décédé, qui est un peu mon mentor. Voilà. Et donc quand je suis revenu en France, j'ai intégré tout de suite le Centre national de la recherche scientifique. C'était en 1976. Et voilà, et depuis, j'ai travaillé dans le domaine de la linguistique chinoise. Voilà. Donc pour répondre à votre question, ça a été toute ma vie professionnelle.